quand j'avais 13-14 ans, avant d'atteindre le poids de 150 kilos. En fait, j'avais un compte bancaire qui était rattaché au compte de ma mère. J'arrivais à dépenser énormément d'argent et je me souviens, en un mois, j'avais dépensé 500 € de nourriture. Dès que je sortais de l'école, j'étais tellement malheureuse que je me souviens, j'allais au Franprix et je me cachais pour manger. La nourriture me contrôlait. La nourriture contrôlait ma vie. Comment ça va, Kim? Ça va super, et toi? Ça va, merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir chez Pluriel raconter ton histoire? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un vrai tabou autour de la santé mentale et qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent, qui vont pas bien, qui pensent qu'ils sont seuls. Donc c'est important pour moi de partager un peu mon histoire, de raconter ce que j'ai vécu pour que les gens qui se sentent isolés, seuls et sans ressources se rendent compte que ils sont pas seuls en fait. Moi à l'époque, j'aurais voulu entendre ce discours pour me sentir un peu mieux. Pour raconter justement ton histoire, j'aimerais qu'on vienne il y a quelques années revenir sur ton enfance et sur un événement qui, je crois, a été notamment déterminant dans ta construction, c'est le divorce de tes parents. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là de ta vie? Alors c'est vrai que quand on est jeune, très jeune, parce que moi j'étais très jeune, et que tes parents se séparent, ton monde il se chamboule complètement. Tu passes de connaître tes parents ensemble à aller avoir deux maisons, avoir deux environnements. Mes parents, ils ont deux façons d'éduquer complètement différentes. Mon père est très strict, ma mère, elle nous laisse faire pas un peu ce qu'on veut, mais elle nous autorise plus de choses. Donc j'ai grandi un peu avec ce décalage qui m'a, en grandissant, un peu, pas porté préjudice, mais je dirais m'a un peu déséquilibré, on va dire. T'avais quel âge? Quand ils sont séparés, j'avais 3 ans et demi. Mais je m'en souviens très bien. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi ça t'a changé dans ton comportement de petite fille? Moi, j'ai commencé à être très angoissée parce que le fait de changer de maison, tous les week-ends, c'était très angoissant pour moi. Je me suis réfugiée très vite dans la nourriture. Enfin, ça a été vraiment très compliqué pour moi. Et ce qui a été le plus dur, je pense, c'est surtout, en fait, autour de moi, mes copines, leurs parents, ils étaient encore ensemble. Donc, je comprenais pas pourquoi mes parents, pourquoi moi j'étais punie, en fait. Tu dis que tu t'es réfugiée dans la nourriture? Complètement. Ouais, j'ai commencé à faire de l'hyperphagie très jeune. L'hyperphagie, pour remettre dans le contexte, c'est un trouble du comportement alimentaire. C'est en fait, tu manges tes émotions. Il n'y a pas de vomissement derrière. Il n'y a pas de frustration. C'est vraiment, tu manges, en fait, tes émotions. Donc, je pouvais devenir incontrôlable autour de la nourriture et ça a commencé assez jeune. Moi, mes crises d'angoisse, je les calmais avec la nourriture. Donc c'était très compliqué parce qu'en fait, au début, j'avais 5 kilos en plus de la norme, j'aime pas dire la norme, mais que la courbe, on va dire, des enfants de mon âge. Puis après, c'était 10, après, c'était 15. Et puis plus j'allais mal, plus je grossissais, en fait. Et très vite, j'ai atteint un poids à l'âge de 14 ans, j'ai atteint un poids assez important pour mon âge, quoi. À l'âge de 14 ans, du coup, j'ai atteint les 150 kilos. J'étais complètement déréglée. Enfin, je mangeais énormément. Et en fait, ce qui est horrible, c'est que quand tu fais 150 kilos, les gens, ils ont directement un jugement auprès des parents. Ils disent, ouais, ils s'occupent pas bien de leur enfant. Ou alors, elle fait pas attention à elle. Ou alors, elle mange trop, elle est trop gourmande. Enfin, vraiment, ils comprennent pas que ça peut être lié à un mal-être. Et moi, c'était profondément lié à un mal-être. À l'âge de mes 10 ans, j'ai perdu ma grand-mère et c'est là où vraiment j'ai pris énormément de poids, où j'ai commencé à vraiment avoir des vrais problèmes liés à tout ce qui est l'anxiété. En fait, la séparation de mes parents, c'est un fait, mais j'avais mes deux parents qui étaient encore vivants. La séparation avec quelqu'un que tu ne verras plus jamais de ta vie, c'est aussi un gros choc et personne n'apprend à un enfant à faire un deuil, en fait. C'est pas quelque chose qu'un enfant connaît, c'est pas la notion de la mort, on se rend pas compte, surtout quand on a 10 ans. Donc ça a été très dur pour moi et vraiment, ouais, ma vie, je pense que ma vie, elle a un peu vacillé à ce moment-là. À mes 10 ans, c'est vraiment là où j'ai eu le plus de problèmes. Souvent, quand on parle de l'enfance, on imagine que les enfants sont innocents, qui sont pas anxieux, qui prennent la vie avec légèreté. Toi, quand tu racontes ton récit et ton enfance, on ressent beaucoup d'angoisse et d'anxiété de petite fille. J'ai même une petite anecdote. À l'âge de mes 10 ans, donc très peu de temps après le décès de ma grand-mère, je me suis réveillée en pleine nuit, j'arrivais pas à respirer. J'avais une douleur au poumon. Je pensais qu'on m'avait percé un poumon tellement j'avais mal. J'ai été voir mon père. Je n'arrivais pas à respirer. Il m'a emmenée aux urgences. Et quand je suis arrivée aux urgences, ils m'ont fait tous les examens parce que forcément, ils pensaient potentiellement que j'avais quelque chose au poumon. Et le médecin est venu me voir et dit, mademoiselle, c'est pas un problème au poumon, c'est une crise d'angoisse.
Et en fait, c'était devenu très fréquent. C'est-à-dire que j'avais des douleurs au poumon tellement intenses que ça m'emmenait à l'hôpital. C'était des douleurs vraiment inexplicables. Je n'arrivais pas à respirer. Mon souffle était complètement coupé. Et en fait, on n'éduque pas sur ça. On ne sait pas ce que c'est l'angoisse, surtout jeune. On se rend pas compte que c'est possible qu'un enfant soit angoissé. Moi, j'étais une enfant très anxieuse. Très, très anxieuse. Je me souviens, je me rongeais les ongles jusqu'au sang. J'ai toujours été, j'avais besoin toujours de faire quelque chose de mes mains. J'ai toujours été très, très angoissée. Qu'est-ce qui t'angoissait depuis ce deuil? J'avais peur de perdre mes parents. Moi, je me souviens me réveiller en pleine nuit parce que j'avais peur que le cœur de ma mère s'arrête comme ça. J'avais peur de perdre mon père, j'avais peur de perdre ma mère, j'avais peur de perdre mes proches. J'avais peur de mourir. J'avais une peur très, 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 très forte de mourir. La mort me faisait très peur et la solitude me faisait très peur. Le fait de me retrouver seule, et encore aujourd'hui, j'ai peur de la solitude. Hein. Je le dis très honnêtement. Je suis encore très anxieuse de ça. Je ne supporte pas être seule. C'est quelque chose que je ne supporte pas. C'est-à-dire que, à la limite, aller me balader 1 heure toute seule, ça va, c'est ok. Mais rester une soirée seule, c'est impossible. Impossible. Rester chez moi seule, c'est impossible. Et quand t'étais petite, du coup, il y a ce médecin qui t'a expliqué que c'était une crise d'angoisse que tu faisais. Est-ce qu'ensuite, t'as pu un peu mieux comprendre ce qu'était une crise d'angoisse, ce qu'était la santé mentale à cet âge-là? Non, pas du tout. Franchement, j'ai pas compris ce que c'était la santé mentale à ce moment-là. C'était pour moi, une crise d'angoisse pour moi. C'est comme quand un jour on m'a annoncé que j'étais hypersensible. Je pensais juste que j'étais hypersensible. C'est tout. En fait, on nous explique pas, on nous éduque pas. C'est-à-dire qu'on m'a laissé dans la nature en me disant crise d'angoisse et on m'a rien dit d'autre. Du coup, forcément, je comprenais pas ce que c'était. Et surtout, en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup plus de santé mentale. On est conscient que les crises d'angoisse existent, on est conscient que la santé mentale existe. Il y a 12-15 ans, c'était pas le cas. C'était vraiment pas le cas du tout. C'était un tabou énorme, on n'en parlait pas du tout. Donc à l'époque, non, je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai un peu grandi en pensant que j'étais différente, quoi. Je me suis dit, je suis différente. J'ai un problème, je suis pas comme les autres. Je savais que j'étais pas comme les autres. Moi, je me souviens, il y a des jours où le matin, avant d'aller à l'école, pareil, je m'étouffais presque tellement j'avais peur d'y aller. Et en fait, c'était juste une crise d'angoisse. Enfin, je dis juste, c'était relatif, mais c'était pas, mon cœur ne s'arrêtait pas, quoi. C'était une crise d'angoisse. Et ça, je l'ai compris très tard. Je crois que je l'ai vraiment compris il y a pas si longtemps, quand j'ai commencé une vraie thérapie avec ma psy. Pourquoi t'avais peur d'aller à l'école? J'ai développé une phobie scolaire parce que je me suis fait harceler à l'école. Plus je grossissais, plus je me faisais harceler. Malheureusement, les enfants ne sont pas très sympas. Et quand on me voyait grossir, c'était des moqueries dans la cour de récré. Et en fait, moi, j'ai grandi dans l'époque un peu Facebook. Donc en fait, mes amis qui se créaient des comptes en anonyme et m'insultaient sur Facebook. Donc en fait, le harcèlement, il continuait après l'école. C'est-à-dire que je rentrais pas chez moi et j'avais pas cette tranquillité. J'avais du harcèlement à l'école, mais aussi sur les réseaux sociaux. On se moquait de moi, on me poussait dans les couloirs. Moi, je me souviens, les générations un peu au-dessus, il y en avait quelques-uns qui me pointaient un peu du doigt. Donc ça a été très compliqué pour moi, surtout à l'entrée au collège. Ce qui est particulier, c'est que tu dis que il y avait cet harcèlement scolaire et pourtant t'étais très entourée, t'avais des amis. En fait, c'était des faux amis finalement. C'était des amis qui en fait, je comprends pas trop le principe, mais c'est des gens qui venaient. Ma mère a toujours été très accueillante, donc elle a toujours, par exemple, quand je lui disais maman, je viens avec 2-3 copines après l'école, elle préparait des goûters. Enfin, c'est-à-dire que tous mes copains, ils adoraient venir à la maison. J'avais un petit chien, j'avais un appart sympa, j'avais une chambre d'ado sympa. Donc ils venaient, ils étaient contents, etc. On était dans la chambre d'ado. Enfin, j'étais un peu le refuge de mes copines entre guillemets. Du coup, forcément, j'amenais beaucoup de monde à chaque fois. Ma mère elle m'a toujours dit, tant qu'il y a du monde à la maison, c'est que c'est une maison qui vit. Donc il y avait toujours du monde à la maison. Et du coup, forcément, les gens profitaient un peu de ça aussi. J'étais super gentille. Par exemple, je me souviens, je ramenais des paquets de gâteaux, j'en donnais à tout le monde. Enfin, j'ai toujours été hyper généreuse. En général, donc je pense que les gens profitaient un peu de ça, et du coup ils prenaient cet aspect de moi, sans pour autant se gêner derrière de me critiquer, et de me harceler, quoi. Est-ce que tu accepterais de nous parler un peu de ces moqueries qu'ils faisaient? Ouais, bien sûr. Alors moi, faut savoir qu'aujourd'hui je m'appelle Kim, c'est mon prénom, c'est voilà, sur mes papiers je m'appelle Kim, mais quand je suis née on m'a appelée Kimberley. Et en fait j'ai fait un changement de prénom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà, j'ai plus du tout Kimberley sur mes papiers. Et en fait les gens qui se foutaient de moi, clairement, ils m'appelaient Kim Bourlet, Kim Burger. C'est vraiment des surnoms qu'ils utilisaient. Et ça m'a fait beaucoup de mal. Du coup, c'est pour ça que j'ai voulu changer de nom pour plus être associée à toute cette période de ma vie. Et en fait, on se foutait de moi parce que j'étais la petite grosse de l'école.
Vraiment, on me disait que je dégoûtais, que j'étais pas belle, que j'étais moche, que j'étais grosse. Enfin, c'était vraiment des insultes en permanence. Il y a eu des rumeurs sur moi. On a inventé des choses comme quoi j'étais une fille facile. Enfin, c'était très dur, vraiment. Ils disaient comme elle est grosse, elle va n'importe où, elle va n'importe avec n'importe quel mec parce qu'elle est grosse. Elle a pas le choix. Comme personne veut d'elle, elle va là où peu importe où elle va, quoi. Enfin, vraiment, c'était très dur, quoi. J'ai eu des moments très compliqués. Je me souviens, j'avais changé d'école à un moment, pendant 6 mois, j'étais dans une autre école. Et on m'avait enfermée dans les toilettes. Enfin, franchement, c'était très douloureux. Très, très douloureux. Et tu me dis que c'était en plus amplifié par les réseaux sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux, j'ai vécu beaucoup de harcèlement. Je me souviens de cet épisode qui m'a beaucoup marqué. Je partais en colo le lendemain et la veille, tous mes copains avec qui je partais en colo m'ont harcelé sur les réseaux sociaux parce qu'il y avait quelqu'un qui avait créé un faux compte avec mon prénom, mon nom de famille, une photo de moi, et qui s'était amusé à insulter tout le monde sur Facebook. Et en fait, au lieu de rendre les insultes en message privé, il venait poster sur mon mur Facebook. Du coup, en fait, mon mur Facebook était pollué d'insultes, des choses que les gens pensaient potentiellement à mon sujet, quoi. Donc c'était très dur. Ça a été très dur. Vraiment, c'était une période très compliquée. Et en fait, les gens, quand ils me voyaient grosse, ils disaient que je dégoûtais. Donc j'avais plein d'insultes en mode ouais, tu dégoûtes, personne veut de toi. J'étais le gage au boom, aux soirées. C'est-à-dire que il y avait des garçons qui venaient danser avec moi. Moi, je me pensais, enfin, ça me donnait un peu confiance en moi. Et en fait, j'apprenais après que c'était un gage et que c'était en échange. Ils gagnaient un truc et tout. Enfin, ça, il y avait ça. Je me souviens au jeu de la bouteille, quand t'as 12, 13 ans, que c'est les premiers bisous, moi, dès que ça tombait sur moi et que après il y avait le deuxième tour pour voir qui devait m'embrasser, les garçons, ils se levaient. Ah non, ça me dégoûte et tout. Enfin, c'était horrible, franchement. Maintenant que j'y repense, c'était assez dur enfin, j'ai vraiment, on m'utilisait en mode gag, quoi. J'étais un peu un jeu, finalement. Comment on se construit en tant qu'adolescente dans son rapport à sa confiance en soi, justement, quand on vit tout ça? Honnêtement, je pense que je me suis jamais vraiment construite en tant qu'adolescente. Je pense que j'ai direct passé, enfin, la phase de l'adolescente, ça a été tellement une période compliquée que bah je pense que je me suis pas construite en tant qu'adolescente et que j'ai direct sauté une étape en fait. Moi, j'estime que j'ai pas eu d'adolescence. J'ai pas eu les premiers flirts comme mes copines elles ont eu. J'ai pas eu les premiers bisous. J'ai pas eu tout ça. J'ai pas eu les premières. J'ai pas eu ça. En plus, j'ai été hospitalisée pendant 4 ans de ma vie en hôpital psy. Donc forcément, il y a une grosse partie de mon adolescence, entre 14 ans et 18 ans, qui sont censées être les années folles de ton adolescence, où tu testes plein de choses, bah non, moi j'ai pas eu tout ça, quoi. Donc pendant 4 ans de ma vie, j'estime que bah en plus de pas avoir vécu d'adolescence, j'ai sauté une étape en fait. Pour moi, je juge ne pas avoir eu d'adolescence. Tu me parlais du coup des crises d'hyperphagie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu de quelle manière ça se matérialisait dans ton quotidien? Bah, c'était quasiment tout le temps, c'est-à-dire que j'ai un souvenir très précis quand j'avais 13-14 ans, donc avant d'atteindre le poids de 150 kilos, quand j'étais en train de vraiment, je faisais plus de 100 kilos. En fait, j'avais un compte bancaire qui était rattaché au compte de ma mère. Et je sais pas pourquoi il y avait eu un bug pendant 2 mois. Et en fait, normalement, il y a un plafond. Je sais pas, je pouvais pas utiliser plus de 50 € par semaine. Bah, pendant 2 mois, il y a eu un bug sur cette carte. Et moi, j'arrivais à dépenser énormément d'argent. Et je me souviens, en un mois, j'avais dépensé 500 € de nourriture. Mais j'allais pas au resto. C'est 500 € au Franprix. De nourriture, de petits écoliers, enfin, de gâteaux, etc. Je me gavais à la nourriture, vraiment. Dès que je sortais de l'école, j'étais tellement malheureuse que je me souviens, j'allais au Franprix et je me cachais pour manger. J'avais ma petite cachette. Donc c'était assez dur, ouais, parce que la nourriture me contrôlait. La nourriture contrôlait ma vie. Et ça a été très dur parce que personne me comprenait. Pour eux, j'étais juste gourmande. J'arrivais pas à expliquer ce que je ressentais, et surtout les troubles alimentaires, on n'en parlait pas. Et puis en fait, avec le temps, le problème, c'est que j'ai commencé au début, c'était de l'hyperphagie, entre guillemets, mignonne, on va dire. Puis avec le temps, en fait, pour me punir d'avoir mangé, je me scarifiais. Donc c'était devenu un cercle vicieux en fait parce que je me scarifiais parce que j'avais trop mangé, mais comme j'avais trop mangé, je me scarifiais. En fait, ça n'arrêtait jamais. J'avais l'impression que j'allais jamais pouvoir sortir de cette spirale. J'ai vu que tu as appris l'existence de la scarification sur Internet en regardant des interviews d'artistes. Ouais, complètement. Alors c'est une artiste que j'adore. Hein. Je suis encore très fan aujourd'hui. Je l'ai vue en concert il y a pas très longtemps. C'est Demi Lovato. Je l'adore. Elle a été hyper importante dans mon adolescence parce que c'est une des premières artistes qui a parlé de santé mentale. Mais c'est vrai que j'allais tellement mal que j'ai entendu parler de la scarification. J'ai vu ça comme une roue de secours. C'est-à-dire que je me suis dit, ah, mais elle dit que ça lui faisait du bien, que ça l'a rassurée, que ça l'apaisait. Pourquoi j'essaierais pas? Et puis j'ai commencé, je suis tombée dedans.
Je suis tombée dedans, j'étais complètement addict. Et j'en suis allée jusqu'à me casser le bras volontairement pour camoufler mes cicatrices. Donc ça allait loin, ça allait très loin. Comment t'expliques que le fait qu'elle en parle, ça t'a donné envie de le faire? J'étais très faible mentalement, psychologiquement, et très influençable. Donc forcément, quand on parle... En fait, à l'époque, il n'y avait pas de trigger warning. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les séries sur les séries un peu dark, sur les vidéos qui vont traiter de sujets, etc., il y a quand même... On éduque quand même, on est au courant quand ça va parler de quelque chose. Il y a une description en bas. Là, il n'y avait pas de trigger warning. C'était, on nous balançait la vidéo comme ça et c'était à nous de se débrouiller. Donc, en fait, c'est pour ça que aujourd'hui sur mes réseaux, je fais aussi très attention à ce à quoi je parle, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui sont en détresse, qui peuvent regarder, que ça peut influencer d'autres personnes. C'est pour ça que c'est très important aujourd'hui de faire de la prévention sur tout ce qui est possible. À l'époque, il n'y avait pas de prévention du tout. On m'a jamais dit je savais au fond que c'était pas bien, mais on m'a jamais dit que ce scarifié c'était pas bien. On me l'a jamais dit. Donc forcément, moi un peu jeune, un peu insouciante, inconsciente, j'avais 12-13 ans, je savais pas ce que c'était. Je suis rentrée bêtement dans cette addiction, quoi. Et à quel moment l'hyperphagie s'est accompagnée d'une boulimie? Je dirais que c'est à partir de En fait, à l'âge de mes 14 ans, je me suis fait opérer d'un bypass parce que j'avais atteint 150 kilos, que mon foie était atteint et que mon pronostic vital était clairement engagé, donc j'avais pas le choix. Normalement, le bypass, c'est une chirurgie gastrique bariatrique qui n'est pas recommandée pour les mineurs et qui est même presque interdite pour les mineurs, mais moi, il n'y avait pas le choix, donc on était obligé de le faire. Et du coup, à partir de cette opération, j'ai cru que ça allait régler tous mes problèmes, j'allais perdre du poids, etc. Mais en fait, la source du problème, c'était de base pourquoi j'ai commencé à manger. C'était pas juste le poids. Donc, j'ai commencé donc je continue à faire de l'hyperphagie, même si j'avais un petit estomac, que je pouvais pas manger les mêmes quantités. Sauf qu'en fait, j'ai commencé à me faire vomir parce que forcément, j'avais peur de reprendre tout le poids que j'avais perdu. Donc, j'étais devenue un petit peu matrixée par ce culte de la minceur. Je voulais être mince à tout prix. Je voulais être mince. C'était mon objectif. Au-delà de tout, malgré tout, je voulais être mince. Donc, ça a été très dur parce que je suis tombée dans les TCA, troubles alimentaires. Il y a eu des périodes d'anorexie mentale où je me restreignais complètement, mais on ne le voyait pas physiquement parce que les gens pensent que anorexie égale physiquement on le voit, mais non, il y a l'anorexie mentale qui existe et qui ne se voit pas. Ça ressemblait à quoi ces épisodes d'anorexie mentale? Ça ressemblait à des jours sans manger, des jours à mourir de faim. Et en fait, au bout de 4 jours, t'en peux plus, tu défonces tout, tu manges tout ce qu'il y a sur ton passage et tu manges et tu revomis tout ce que t'as mangé. Enfin, c'était anorexie, boulimie. L'hyperphagie, elle m'a jamais vraiment quittée. Je pense que même aujourd'hui, j'ai encore de l'hyperphagie, mais j'arrive à le contrôler aujourd'hui. C'est beaucoup plus stable. Mais c'est vrai que dès que j'ai un problème, dès que je vais mal, dès que je vais un peu moins bien, je vais direct vers la nourriture. Encore aujourd'hui? Ouais, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que j'arrive à me contrôler. C'est-à-dire que avant, c'était le paquet de gâteaux entiers. Aujourd'hui, c'est 2-3, quoi. Donc, ça va, j'arrive à le gérer. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était incontrôlable. J'aimerais qu'on parle aussi de tout le processus médical. Je sais que depuis petite, tu as très vite suivi des thérapies et qu'il y a ensuite eu des hospitalisations. Est-ce que tu peux nous parler un peu de tout le suivi médical que tu as eu depuis petite? Bien sûr. Alors, c'est vrai que ma mère a eu ce réflexe très jeune de nous emmener voir un psy. Ma petite sœur et moi. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, la séparation, la séparation de mes parents, non pas qu'elle a été compliquée, mais c'est vrai que ça fait, ça change beaucoup, quoi. Ça chamboule un petit peu. Et surtout, j'ai toujours été une enfant très agitée. J'étais une enfant facile, mais très agitée. Je tenais pas en place. Du coup, ma mère, elle a été très jeune nous emmener chez le psy. Bon, au début, ça n'a pas été très concluant. Et c'est vraiment à l'âge de à partir vraiment de la 6e, on va dire, qu'elle m'a emmenée chez un psychiatre spécialisé dans le trouble de l'attention parce que elle estimait, enfin, elle s'est un petit peu renseignée, elle s'est dit peut-être que ma fille en fait a un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc elle m'a emmenée chez un psychiatre spécialisé qui m'a fait une batterie de tests, etc. Et on s'est rendu compte par la suite que j'avais un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc ce premier diagnostic, il a été très important parce que il nous a permis de se rendre compte qu'en fait il y avait plein d'éléments, parce qu'en fait il y a un pourcentage de personnes, je sais pas exactement combien de pourcentage, de personnes qui ont un TDAH, qui ont des problèmes de poids. C'est lié en fait. Il y a un lien concret entre le problème de poids et le TDAH. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me faire suivre uniquement pour le TDAH. C'est-à-dire qu'on ne me suivait pas pour mes humeurs, pour comment je me sentais, etc. Donc ça a été un petit peu oublié. C'est pour ça que d'un autre côté, on me suivait pour le TDAH.
on a un peu laissé de côté mes vrais problèmes mentaux, entre guillemets. Et à l'âge de 13 ans, quand ma mère a découvert mes scarifications, c'est là qu'elle m'a vraiment emmenée chez une psychologue pour ça, pour qu'elle me traite pour ce sujet, pour qu'on ait on ait une vraie discussion pour une thérapie. Et la psychologue a dit à ma mère, mais votre fille est en sérieux danger. C'est-à-dire que moi seule, je ne peux pas m'en occuper. Il faut vraiment l'hospitaliser. Et c'est à ce moment-là que j'ai été hospitalisée pour la première fois à mes 14 ans. Et l'hospitalisation, c'était une hospitalisation que je ne voulais pas. On m'avait donné un mauvais diagnostic à l'époque. On m'avait classée dans la case boulimie, alors que je l'étais pas encore à l'époque. Et du coup, moi, grosse 150 kilos, presque 150 kilos, c'était peu de temps avant mon opération. Je suis à la table des anorexiques qui ne mangent rien. Et en fait, ma seule pensée à ce moment-là, c'est j'aimerais tellement être comme elle. C'est horrible de dire ça comme ça parce que je sais la souffrance que c'est d'être dans l'anorexie, mais je voulais tellement être mince, je voulais tellement changer, j'étais énorme, je prenais presque 2 chaises et il y avait des filles qui avaient de l'anorexie et j'arrivais pas à comprendre le cheminement jusqu'à qu'après plus tard je souffre de ça. Et en fait, je me suis fait hospitaliser pendant 1 mois et j'ai menti au médecin, j'ai fait croire que j'allais mieux. Et au final, je suis sortie au bout d'1 mois d'hospitalisation. Vraiment, j'ai fumé mon premier joint à l'hôpital parce qu'il y avait eu il y a une patiente qui avait réussi à s'en procurer. On s'était caché dans le jardin et c'est là que j'ai goûté mon premier joint. Et en fait, petit à petit, je suis tombée dans les addictions, cannabis, alcool, scarification, troubles alimentaires, scarification. Enfin, vraiment, j'ai eu la panoplie de la dépression, évidemment, tentative de suicide. Et en fait, de mes 14 ans à mes 18 ans, je n'ai pas eu d'adolescence. Je me suis faite hospitaliser non-stop. Ça n'a pas arrêté. Et du coup, ça a été très dur parce que moi, je voyais mes copines qui avaient leurs premiers amours, qui me racontaient leur première fois, qui me racontaient leur première soirée, etc., leur première cuite, enfin, tous les trucs d'ado, quoi. Et moi, j'avais pas tout ça. Donc, ça a été très dur parce que fallait que je me batte contre moi-même et surtout, j'avais envie d'en finir, quoi. C'était très bizarre parce que j'avais peur de la mort, mais je faisais tout pour en finir, donc c'était assez étrange. Mais ouais, ça a été franchement très dur. Les hospitalisations, elles ont été pas faciles parce que j'étais séparée de ma famille. Moi, je suis très proche de ma mère, très proche d'elle. J'ai été séparée de ma mère, j'avais pas le droit à des contacts extérieurs. Enfin, ça a été très compliqué. J'ai été face à des gens qui étaient bien plus malades que moi, donc je comprenais pas pourquoi j'étais là-bas. Franchement, c'était très dur. Ça a été très douloureux, ça a été très compliqué. Et, euh, et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis que c'est horrible parce que il y a tellement de jeunes qui vont mal. Moi, je sais, ma mère, ça l'a tellement choquée la première fois qu'elle est venue me rendre visite de voir tellement de jeunes comme ça qui vont mal. Il y en a tellement qui vont mal et il y a tellement pas de place pour tout le monde dans les hôpitaux, malheureusement. Franchement, c'est dur. Franchement, c'est dur. Être jeune et être hospitalisé, c'est pas notre place, quoi. Comment ta maman, avec qui t'es très proche, a vécu tout ça, tes hospitalisations, les TS, etc. Pour ma mère, ça a été très dur. Elle a tout arrêté. Elle a arrêté de travailler, elle a arrêté de faire beaucoup de choses. Il faut savoir que ma mère était tombée malade juste après le décès de ma grand-mère. Elle est tombée malade d'un cancer de la thyroïde, donc ça a été un coup en plus pour moi. Moi qui avais peur de la perdre, déjà de base, j'étais très angoissée depuis petite. Après le cancer de la thyroïde, on l'a diagnostiqué d'une sclérose en plaques, qui heureusement est très bien soignée aujourd'hui. Elle est très bien suivie par des très bons médecins. Mais en plus de ça, c'est rajouter l'angoisse de la perte. Donc c'est-à-dire qu'elle devait se battre contre ces maladies, et en plus elle devait se battre pour sauver sa fille. Donc elle a tout arrêté, elle a arrêté de travailler et elle a tout donné pour pouvoir me sauver, quoi. Elle a été rencontrer les meilleurs spécialistes, les meilleurs médecins, elle a essayé de m'emmener dans les meilleurs hôpitaux, elle a tout donné pour pouvoir me soigner. Et je sais que ça a été très dur parce que en fait, elle me laissait pas seule une seconde. Quand j'étais pas hospitalisée, le seul moment où elle me laissait seule, c'était pour aller aux toilettes et j'avais même pas le droit de fermer la porte à clé. Donc ça a été très dur parce que en fait tous mes faits et gestes, je sais que aujourd'hui quand j'appelle 2 fois de suite ma mère, faut que ce soit extrêmement urgent. Elle a encore ce réflexe de paniquer quand je l'appelle. Elle a très peur pour moi encore aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui je suis super heureuse, je vais bien, je suis épanouie, enfin ma vie va super bien, j'ai suivi une thérapie, vraiment je suis heureuse, mais ma mère a encore peur aujourd'hui parce qu'elle a ce traumatisme de me retrouver en sang à des moments dans la journée, de m'emmener aux urgences en panique, d'appeler les pompiers, enfin il y a eu beaucoup d'épisodes comme ça, donc c'est un vrai traumatisme pour elle aujourd'hui, mais elle s'est battue vraiment coûte que coûte pour me sauver. Ça a été son combat pendant 4 années. C'était quoi vos discussions à l'époque? À l'époque, j'ai pas eu beaucoup de discussions avec elle parce que j'arrivais pas à parler. C'était très dur pour moi de parler, mais c'était beaucoup de pleurs. Elle a jamais pleuré devant moi, elle s'est toujours montrée très forte. Je sais qu'elle a beaucoup souffert de tout ça.
Vous savez, c'est très compliqué quand on apprend, quand on est mère et qu'on apprend que son enfant veut en finir. On a l'impression que c'est de notre faute. Donc ça a été très dur pour ma mère. Nos discussions, en fait, ça tournait autour de maman, pourquoi je suis encore là? J'en ai marre de me battre. Et ma mère qui me dit, mais tu vas te battre, tu vas y arriver, tu vas t'en sortir, tu verras, tu vas être heureuse. Elle me motivait au quotidien, mais quand on va mal, on va mal, on veut rien entendre. Hein. C'est sûr, on se sent seul et le fait que ce soit ma mère, je me disais, c'est ma mère, c'est normal qu'elle dise ça. J'avais pas de témoignage en fait de personnes qui pouvaient m'aider ou qui pouvaient m'accompagner. Enfin si, j'ai eu le témoignage d'une personne qui allait mal à l'époque, qui était une amie à moi, qui est malheureusement décédée aujourd'hui, mais qui a été un vrai soutien parce qu'elle allait mal en même temps que moi et ça m'a beaucoup, on s'est soutenus mutuellement. Donc ça m'a fait du bien à l'époque. Puis il y avait l'aide aussi des gens que je rencontrais à l'hôpital. Quand je rencontrais du monde à l'hôpital, je me rendais compte que j'étais pas seule. Mais c'est vrai qu'il a fallu que j'aille jusqu'à l'hôpital pour me rendre compte que j'étais pas seule, quoi. Quand on est seul chez soi et qu'on souffre et qu'on voit ses copines aller bien, on pense qu'on est toute seule et qu'il y a rien et que personne va mal et qu'on est une exception et qu'on est différente. Enfin, c'est compliqué. Dans ton école, t'avais quelques amis, du coup, quelques copines qui ne se moquaient pas, qui te soutenaient? Ouais, j'en avais, qui sont encore mes amis aujourd'hui et qui m'ont toujours accompagnée, qui m'ont toujours soutenue, qui m'ont toujours défendue surtout, qui venaient me voir aussi à l'hôpital, qui ont toujours été hyper présentes. J'ai de la chance parce que malgré dans toute cette noirceur, il y avait quand même mon petit brin d'espoir, c'était ma bande de copines. Et je pense à deux copines en particulier, à Sybille et Mona, qui ont été vraiment super présentes pendant mes épisodes mes épisodes dépressifs. Elles ont vraiment été, enfin, franchement, je sais que c'est pas facile d'être amie avec quelqu'un de suicidaire. C'est très compliqué parce qu'on doit faire face à ça. J'ai eu une discussion avec ma meilleure amie il y a pas longtemps que j'avais jamais eu avant. Et elle m'a avoué qu'elle a été voir une psy pendant très longtemps parce qu'elle a vécu via moi, en fait. Ça a été très dur pour elle et elle m'en avait jamais parlé. Donc c'était drôle puisque c'était vraiment il y a 2 mois cette discussion. Elle m'expliquait comme quoi ça a été très dur pour elle de me voir comme ça, qu'elle comprenait pas comment on pouvait vouloir mourir à si jeune, qu'elle a dû suivre une thérapie avec sa psy parce que ça lui a créé des traumatismes, etc. Donc je sais que c'est pas facile d'accompagner quelqu'un qui va mal. C'est très dur même. Est-ce qu'aujourd'hui tu saurais mettre des mots sur pourquoi tu voulais mourir si jeune? Tout était noir en fait, tout était sombre. C'était vraiment. Je me demandais comment j'avais fait pour arriver au jour d'après. Je me demandais comment j'allais faire pour le lendemain. Enfin, c'était très dur, vraiment. C'était un trop-plein. Je pense que j'ai vécu des choses injustes à un petit jeune âge. J'ai quand même vécu des choses pas très cool entre le harcèlement. J'ai subi une agression sexuelle. Enfin, j'ai quand même eu plein d'événements qui ont fait que ça m'encourageait à ne plus vouloir être là en fait. Donc ouais, je pense que c'est un trop-plein. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'éléments. C'est le fait de pas se sentir à sa place, d'être différente, de pas avoir. J'avais pas envie de me battre en fait. J'avais pas envie de me battre. C'est surtout ça. C'était trop compliqué en fait. Tout était sombre, tout était noir et c'était trop compliqué de se dire que demain pouvait être un meilleur jour. Et surtout, j'allais tellement mal que c'était impensable pour moi d'aller mieux un jour. C'était un trou sans fond en fait. J'étais au fond du trou quoi. C'était très dur. Mais je pense que aujourd'hui, maintenant avec moi actuellement, je me rends compte quand même que toutes les épreuves que j'ai traversées m'ont forgé, m'ont fait ce que je suis aujourd'hui. Donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça a été très compliqué. J'aimerais justement qu'on prenne le temps maintenant de parler de ce moment où ça a commencé à aller mieux de plus en plus. Il me semble que c'est à partir de tes 18 ans qu'il y a eu un premier déclic, une hospitalisation souhaitée de ta part. Est-ce que tu peux nous raconter cette bascule, ce moment-là de ta vie? Alors j'ai 18 ans. Je viens d'avoir 18 ans et on est au début de l'année. Et mes copines me racontent qu'elles sont en train de préparer le bac. Je leur propose de venir me voir, elles peuvent pas parce qu'elles doivent étudier le bac. Elles me racontent qu'elles ont envoyé leur candidature pour faire une école là-bas, qu'elles veulent faire médecin, qu'elles veulent être en droit. Enfin, elles me partagent leur projet de vie et moi je suis là en fait, je les écoute. Et j'ai rien à dire parce que moi à part me faire hospitaliser, je sais pas faire grand-chose. Du coup, toi, à ce moment-là, même tout ce qui est diplôme, scolarité, t'as pas du tout pu suivre ça? Non, j'ai pas eu mon brevet parce que je suis arrivée à mon brevet dans un état complètement second. J'étais complètement droguée le jour du brevet, donc j'ai pas eu mon brevet. Et j'ai pas passé le bac parce que j'étais déscolarisée, hospitalisée et en phobie scolaire. Donc on m'avait inscrit à l'école à la maison, j'ai suivi 2 jours de cours et j'ai pas pu suivre la suite. J'allais trop mal.
Donc ouais, j'étais plus dans le système scolaire. J'ai été jusqu'à la première, mais j'ai fait 2 mois de première, quoi. Après, j'ai arrêté l'école. T'as pu Et aller au lycée sans le brevet? j'ai pu aller au lycée sans le brevet parce que j'avais un certificat comme quoi j'avais été hospitalisée. Donc ils avaient autorisé ça. Et j'avais toutes mes copines qui passaient le bac, qui avaient vraiment des projets concrets. Et moi, j'avais aucun projet. J'avais rien. C'était le néant. Et en fait, j'ai eu un déclic. J'ai été voir ma mère, je lui ai dit, maman, je pense que je peux m'en sortir et je pense que je peux aller mieux. Moi, j'avais une motivation aussi. Je voulais travailler dans la musique. J'ai toujours rêvé de travailler dans la musique, d'être dans le management. J'ai toujours adoré le monde de la musique. Donc, j'avais aussi cette petite motivation au fin fond de moi qui était là quand même. Je me disais, bon, c'est possible, il y a un espoir. Et du coup, j'ai été voir ma mère, je lui ai dit, voilà, je vais me faire hospitaliser. Cette fois, c'est ma décision. Il faut savoir que toutes les hospitalisations précédentes, c'était soit le psychiatre, soit ma mère, soit un médecin traitant. J'avais moins de 18 ans, donc j'avais pas trop la main dessus. Là, avec mes 18 ans, j'avais le choix. C'est-à-dire que si mes parents voulaient m'hospitaliser de force, fallait que je sois un danger pour les autres. Le fait d'être un danger pour soi-même, c'était pas suffisant. Du coup, c'est moi qui ai eu la décision de me faire hospitaliser. Je me suis fait hospitaliser dans la première hôpital où j'ai été, quand j'étais plus jeune. Et en fait, je me suis promis de tout dire, de rien cacher, de partager mes addictions, mes problèmes, de tout dire et d'être complètement transparente et de ne pas sortir de cet hôpital tant que le médecin ne m'avait pas autorisé à sortir. Et bah, ça a marché. Ça a marché parce que je suis sortie et au bout de quelques mois, j'ai commencé à prendre goût à la vie, j'ai commencé à aller mieux. Alors la guérison, elle s'est pas faite tout de suite. Elle s'est faite petit à petit, c'est un long chemin, mais aujourd'hui, elle s'est faite. Tu peux raconter un peu plus en détail justement ces mois qui ont mené à la guérison, ces mois à l'hôpital, de quelle manière ça a été bénéfique pour toi? Faut savoir que j'étais complètement coupée du monde, c'est-à-dire que je n'avais pas de téléphone, j'avais que accès à mes proches par des lettres. J'avais le droit d'appeler j'avais 2 appels par semaine, mais 2 appels par semaine par un téléphone fixe, surveillé. J'avais 2 visites par semaine et au bout de la 3e semaine, j'avais le droit de sortir une demi-journée par week-end. Donc c'était quand même très strict. J'étais coupée du monde et ça m'a fait un bien fou en fait. Ça m'a fait un bien fou. Ça m'a permis de me reconcentrer sur moi-même. J'ai rencontré des gens incroyables en hospitalisation avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Je suis devenue très en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait de l'espoir, quoi. Ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a accompagnée. Je voyais ma psychiatre tous les jours, une psychologue 3 fois par semaine. Il y avait des groupes de parole. Enfin, vraiment, je me suis complètement ouverte. C'est vraiment, le papillon est sorti de son cocon, quoi. C'était vraiment ça, comme ça que je vois les choses parce que j'ai tellement souffert et je pense que je voulais pas que je voulais pas aller mieux avant, mais j'arrivais pas à me dire, je peux m'en sortir. Là, j'avais enfin l'audace d'espérer aller mieux, on va dire. J'ai pu espérer aller mieux, donc c'est ça qui m'a porté et qui m'a aidé. C'est intéressant parce que il y a quelques jours, chez Pluriel, on a accueilli aussi une jeune femme qui a souffert d'anorexie quand elle était plus jeune et c'est à peu près au même moment que toi, à 18 ans, au moment où elle a vu les gens aller en études supérieures, qu'elle a eu le déclic et cette envie de s'en sortir. Est-ce que tu penses que c'est corrélé, cette envie-là de vivre à un moment donné? Bah, je pense parce que, enfin, c'est pas anodin le fait de voir ses amis faire des projets concrets. Enfin, moi, j'avais envie, je les enviais presque, en fait. J'étais jalouse d'eux. Je me disais, putain, ils ont eu le bac, moi, j'ai même pas le bac. Je peux même pas le passer. Elles ont envie de ça, et moi, je suis là, quoi. Qu'est-ce que je vais devenir? Et pourtant, c'était après une très grosse tentative de suicide, la plus grosse. Je fais une grosse tentative de suicide où le médecin a été voir ma mère et lui ont dit, c'est un miracle qu'elle se soit réveillée. Donc, c'était très peu de temps après ça. Et en fait, elle venait me voir justement à mon chevet parce que j'étais pas forcément en bonne forme les jours qui ont suivi. Et c'est à ce moment-là qu'elles ont commencé à me raconter ce qu'elles avaient envie de faire. Et ça m'a porté, ça m'a beaucoup aidé. Je pense aussi le fait que cette tentative de suicide se soit loupée, ça a été aussi un signe pour moi de me dire, ok, peut-être qu'il faut aussi que tu te battes. Tout s'est aligné en fait au bon moment. Le déclic doit être personnel. Le déclic peut être personnel, mais l'entourage peut aider. L'entourage peut beaucoup aider, mais ça n'a pas été facile. Hein. L'entourage m'a pas forcément aidé partout et tout le temps. Moi, j'ai encore le souvenir d'une amie qui m'a envoyé une lettre à l'hôpital en me disant qu'elle a aucun espoir pour le fait que j'aille mieux parce que quoi qu'il arrive, j'ai toujours un problème. Donc c'est dur quand on entend ça. Et je sais que parfois on peut être entouré des mauvaises personnes. L'entourage est essentiel pour une guérison, ça c'est sûr. L'entourage peut aider pour le déclic, mais je pense que le déclic, il doit être personnel quand même. Comment ça s'est passé après cette hospitalisation, les mois qui ont suivi?
Bah, ça a été le début de ma vie en fait. J'ai découvert mon premier petit copain, j'ai les premières sorties, les premiers voyages seuls, les premiers voyages avec ton mec, j'ai découvert la vie en fait. J'ai découvert la vie que j'avais pas pu oser, j'avais même pas osé penser que j'allais pouvoir vivre ça un jour. Donc c'était encore plus incroyable. Et en fait, maintenant aujourd'hui, au vu de tout ce que j'ai vécu, bah en fait, des petits trucs minimes, ça va être incroyable pour moi à mes yeux. Donc c'est ça qui est très chouette, c'est de pouvoir apprécier encore plus les petites choses. Aujourd'hui, je suis très comme ça. Donc c'est super sympa parce que les petits trucs, enfin aller au resto avec mes copines, c'est peut-être un truc anodin. Tu vas au resto en bas de chez toi, bah pour moi c'est la sortie du siècle. Je suis trop contente, je suis trop heureuse. Après je suis quelqu'un d'hypersensible, donc je ressens les émotions fois mille, mais là d'autant plus parce que j'ai vécu tout ça. Donc ouais, après il a été incroyable. Il a pas été facile, c'est important de le préciser. Il y a eu des rechutes à des moments. Il y a eu des rechutes, il y a eu des moments compliqués, il y a eu des petites crises de boulimie, il y a eu des petites crises de scarification parce que des fois j'arrivais pas à me contrôler. Mais il y a eu toujours un suivi psy, il y a eu une thérapie avec ma psy qui a été essentielle et qui m'a beaucoup aidée. Vraiment, cette thérapie, ça fait 2 semaines que je l'ai terminée. Il y a 2 semaines, elle m'a dit, bon, bah, le prochain rendez-vous, vous le choisissez quand vous voulez, mais vous n'avez pas besoin de venir me voir. Vous êtes très bien pour le moment. Et ça m'a fait un bien fou. Et ça, c'était en parallèle au même moment que la sortie de mon livre. Donc ça tombait un petit peu au bon moment, quoi. Donc ouais, non, franchement, la suite a été top, mais elle a été quand même semée d'embûches. Enfin, c'était pas hyper simple, quoi. J'ai eu des moments compliqués, j'ai été dans une relation très toxique. J'ai eu des moments assez durs, mais j'aurais pas pu les vivre comme je les ai vécus si j'avais pas vécu tout ça avant, quoi. Ça m'a tout ce que j'ai vécu m'a forgé, m'a permis de vivre les choses un peu plus paisiblement, on va dire. Et ton rapport à ton apparence, ton poids, etc., t'en es où aujourd'hui? Bah, il a complètement changé. Aujourd'hui, je m'aime comme je suis. J'ai appris à m'aimer et en fait, je me suis rendu compte que quand t'avais une paix intérieure, bah le poids, on s'en fout en fait. Mais je sais qu'en tant que femme, c'est pas facile de grandir en tant que femme parce que tu t'es amenée à vouloir rentrer dans X taille, à vouloir faire ce poids-là, ce poids-ci, etc. Aujourd'hui, je suis exactement comme j'aurais voulu être il y a quelques années, donc je suis très heureuse. Mais ça n'a pas été facile parce que il y a eu quand même pas mal de troubles alimentaires. J'ai dû me réparer physiquement parce que comme j'avais perdu beaucoup de poids, j'ai perdu plus de 80 kilos. C'est une personne, c'est énorme. Tu les as perdus suite à l'hospitalisation, suite au bypass, comment ça s'est passé? Suite au bypass, ça m'a beaucoup aidé. Puis après, j'ai fait des rééquilibrages alimentaires qui ont fait que j'ai perdu la suite de ce poids-là. Bah, quand tu perds autant de poids, t'as la peau qui pend partout. Donc, se retrouver en tant que femme avec la peau qui pend partout, c'est pas facile. Donc, j'ai subi des chirurgies réparatrices qui m'ont vraiment réparé. En fait, moi, j'aime bien dire que j'ai dû réparer mon âme. J'ai réparé mon âme. Il fallait que je répare mon corps. Et ça a été la deuxième étape de ma guérison. Après avoir soigné tout, ma santé mentale, il fallait que je soigne mon corps. Et du coup, ma dernière opération de chirurgie réparatrice, ça date d'il y a 2 ans. Et c'est là où vraiment, j'ai commencé à me sentir femme, quoi. Et aujourd'hui, tu as écrit un livre. J'ai écrit un livre. C'est fou. C'est fou parce que c'était mon rêve. Vraiment, c'était mon rêve. Je me souviens le jour où j'ai quitté l'hôpital pour la dernière fois. On avait cette tradition de faire un petit discours de revoir pour dire au revoir aux patients, etc. Et moi, je me souviens que pendant mon discours, j'ai dit la prochaine fois que je reviendrai ici, c'est pas pour une hospitalisation, ce serait pour y déposer mon livre. Donc ça a beaucoup de sens en fait pour moi d'écrire un livre parce que déjà, j'aurais adoré avoir ce genre de livre quand j'allais mal. Parce que ça m'aurait permis, encore une fois, de me rendre compte que je suis pas seule et qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Et en fait, ce qui est terrible et ce qui me chagrine énormément, c'est qu'en fait, la dernière fois, je suis allée chercher, avant que mon livre sorte, par curiosité, j'étais dans une librairie pour demander un livre sur la santé mentale, sur un jeune de la santé mentale, et la dame m'a redirigée vers la catégorie deuil. Parce qu'en fait, la plupart des livres qui existent autour de la santé mentale, du harcèlement, c'est des parents qui écrivent pour des enfants qui se sont suicidés. Et ça, c'est pas normal. Parce que moi, aujourd'hui, je suis là pour raconter cette histoire. Donc c'est important pour moi de porter ce message d'espoir qu'en fait, il n'y a pas que des histoires tragiques. La santé mentale, ça peut être très dur, ça peut être très compliqué, mais il y a aussi des histoires qui finissent bien. Et j'en suis la preuve. Donc c'est très important pour moi de partager mon histoire, non seulement pour partager le fait que c'est possible de s'en sortir, mais aussi pour montrer qu'il y a une issue, pour montrer qu'on n'est pas seul. Et c'est pas seulement pour les personnes qui souffrent, c'est aussi pour les gens qui accompagnent des personnes qui souffrent. Parce que c'est pas facile. Sur la couverture du livre, il y a marqué Kim. De quelle manière c'est symbolique ce prénom qui est aujourd'hui le tien? Bah c'est symbolique parce que je suis née en m'appelant Kimberley, même si c'est juste
C'est juste un morceau du prénom qui a été coupé. C'est très symbolique parce que moi, quand j'ai changé de prénom, c'était déjà j'allais attaquer l'écriture de mon livre, donc ça a été une période qui a été cruciale pour moi parce que le fait que rien que quand je vais chez le médecin et que je suis dans la salle d'attente et qu'on m'appelle Kim et pas Kimberley, ça représente beaucoup. Donc le fait qu'il y ait écrit Kim, c'est moi, c'est mon identité et moi je me suis toujours considérée comme Kim et jamais comme Kimberley. Donc ça représente beaucoup d'avoir écrit ce nom sur ma couverture. C'est une victoire, quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.